Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 331e rencontre Lille. Et ce soir, c'est donc Bénédicte Dupré-Latour pour son roman, pour son premier roman, Terre promise aux éditions du Penseur. Ouverture, comme toujours, uniforme avec le texte en résonance derrière aux éditions du Penseur. Il est sorti le 22 août dernier. On connaît particulièrement bien cette maison puisqu'on a reçu à de nombreuses reprises Jérémy M et d'autres auteurs. Alors bonsoir Bénédicte, je suis ravi de vous recevoir pour ce premier roman qui est pas comme les autres, c'est le moins qu'on puisse dire pour un premier roman. Alors vous êtes, je vais faire une brève biographie, vous êtes né à Buenos Aires sous la dictature argentine avant de venir en France, de faire des études de lettres modernes et vous êtes actuellement conceptrice, rédactrice en freelance. Peut-être que le terme est différent selon ce que vous allez nous en dire. Et vous avez co-scénarisé notamment avec votre sœur la série dessinée Borgnole. Et en cette rentrée littéraire, c'est seul que vous affrontez les lecteurs. Alors bonsoir Bénédicte. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous et à toutes qui me faites la grâce de me torturer bientôt avec vos questions. Voilà, je ne suis pas habituée à parler en public. C'est vrai que si j'ai fait le choix d'écrire, c'est parce que je n'ai pas fait celui de parler. Donc j'espère que je ne vous décevrai pas. Mais non, j'en suis persuadé. Vu votre plume, il y a quand même peu de chances que vous nous décevez. Alors, tout a démarré. Aujourd'hui, c'est la rentrée littéraire, en tout cas depuis quelques semaines. Tout a démarré finalement un peu plus tôt, en janvier 2024, où pour les 5 ans de la maison d'édition du Penseur, la nouvelle Quinta, qui est un des personnages de ce roman-là, une nouvelle plutôt conséquente, une cinquantaine de pages, a été offerte aux lecteurs, aux libraires la plupart du temps en amont, donc quasiment 6 mois ou 7 mois avant la parution de l'ouvrage. C'est quand même quelque chose d'assez inédit, surtout quand on avance dans une rentrée littéraire. Racontez-nous ce choix inédit, original, de lancer Quinta plus tôt que la sortie du livre. Et pourquoi Quinta d'ailleurs? Et pourquoi celle-ci et pas Éléonore, par exemple? Alors ça a été on va dire, un choix de mon cher éditeur Jérémy, qui, pour les 5 ans de sa jeune maison d'édition, a souhaité marquer le coup et envoyer à ses libraires préférés, donc 1000 libraires, un extrait de mon roman, un extrait qui, donc, on suit, en tout cas, on peut dire que c'est une nouvelle en soi. Quinta, on suit un personnage et son histoire est close, hein, donc le format s'y prêtait particulièrement. Et ça permettait euh, peut-être déjà commencer à installer, planter une graine dans l'esprit des libraires pour que en septembre, quand Terre Promise allait justement sortir, ils puissent le recevoir avec en tout cas une première préparation, en tout cas voilà, avec un œil peut-être un petit peu plus attentif. Donc, Quinta, pourquoi le choix de cette histoire-là? Je pense que c'était la préférée de mon éditeur. Voilà. J'ai demandé, j'aime bien demander aux lecteurs quel est le personnage qu'ils ont préféré et c'est très différent d'un lecteur à l'autre. C'est assez étonnant. Et évidemment, puisque on parlera évidemment de quelques personnages, de pas forcément tous, parce qu'il y en a beaucoup, mais de quelques personnages, notamment pour ne rien vous spoiler. Cela étant, j'aimerais connaître la genèse d'un tel premier roman qui allie les codes du western, du féminisme et de tant d'autres thématiques qu'on va aborder ce soir. En principe, les auteurs, en tout cas en France, font des premiers romans extrêmement autocentrés ou autobiographiques. Là, pour le coup, il y a évidemment beaucoup de vous à travers certaines lignes, sûrement, notamment la gémellité, mais comment finalement l'idée vous vient de créer Terre Promise? Alors, vous savez, c'est certes mon premier roman, mais ce n'est pas, enfin, c'est mon premier publié, mais j'ai dans mes cartons un certain nombre de projets. Et j'ai commencé, pour tout vous avouer, Terre Promise, on peut considérer que je ne suis pas l'auteur de ce roman. C'est pas moi qui l'ai écrit. Je travaillais sur un projet, c'était l'histoire d'une femme qui arrivait dans un appartement et avec son mari, et dans cet appartement, il lui arrivait des choses très bizarres. Et dans un journal intime, donc j'écrivais un projet sous forme de journal intime, cette femme écrivait ce qui lui arrivait, parce que sinon elle avait l'impression d'être folle. Son mari, qui était très intrusif, qui voulait un peu contrôler sa vie,
lui demande de lire ce qu'elle est en train d'écrire. Il se demande bien ce que fait sa femme à écrire pendant des heures enfermée dans sa chambre. Comme sa femme ne veut absolument pas qu'il lise son journal intime, ce qui pourrait la prendre pour folle, eh bien, elle va se mettre à écrire un western. Elle va dire, j'écris un western. Et donc, je commence dans ce projet à écrire les premières pages de ce western. Et ce projet de femme qui habite dans son appartement était assez mauvais, et je trouvais ça beaucoup plus excitant et intéressant d'aller sur le western. Donc c'est comme ça que finalement, je ne suis pas l'auteur de Terre Promise, d'une certaine manière, c'est un de mes personnages qui en a en tout cas été à l'origine. Voilà, je trouvais que l'anecdote était intéressante, donc je vous la partage. Euh, voilà, donc les premières pages de Terre Promise ont débuté comme ça. Après, je me suis posée un moment, je me suis dit, je me suis relue, et je me suis dit, mais ma pauvre fille, enfin ma pauvre fille, me dis pas que tu es en train d'écrire encore un western. Il y en a des centaines qui ont été écrits, tout a été dit, tout a été dit. Pourquoi tu fais ça? Voilà, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? J'ai eu le sentiment que c'était pas moi qui choisissais le sujet, mais que c'était le sujet qui me choisissait, mais je ne savais pas pourquoi. Donc j'ai fait reposer un petit peu pendant un petit moment, et je me suis vraiment posé la question de pourquoi moi, Bénédicte Dupré-Latour, j'habite en France, je suis pas allée aux États-Unis, c'est pas mon histoire, c'est pas, c'est, a priori, ça devrait pas être mon imaginaire. Pourquoi je me mets à faire ça? Voilà. Et puis là, je me suis replongée, j'ai regardé un petit peu en arrière, et je me suis dit, mais quand j'étais petite, euh, j'ai été nourrie de western, j'ai été nourrie j'ai énormément lu Blueberry, par exemple. J'ai vu beaucoup de westerns, bien sûr. Et quand j'étais petite, je jouais aux cow-boys et aux Indiens. Je pense on a été nombreux à jouer aux cow-boys et aux Indiens. Mais j'ai jamais joué euh, aux Gaulois et à César, et à Jules César. J'ai jamais joué à ça. J'ai jamais joué euh, aux guerres napoléoniennes, ni aux croisades. Pourtant, c'est une histoire qui devrait m'être beaucoup plus proche. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis sentie finalement envahie par une histoire qui n'était pas la mienne. Et ça m'a dérangée. Pour la première fois de ma vie, ça m'a dérangée. D'autant que j'ai joué à un jeu qui est finalement assez horrible, hein. J'ai joué à la guerre. Voilà, j'ai rejoué une invasion dans un jeu d'enfant. Et voilà, en me sentant colonisée, je me suis dit, je vais poursuivre ce projet de roman, euh, mais en ayant un regard très critique sur ce sujet-là. Un regard très critique de différentes manières. C'est-à-dire que euh, mon projet, c'est de démontrer au lecteur que lui aussi s'est fait coloniser. Euh, Tout le monde me dit, ah, mais c'est super, t'as écrit un western. Et je dis, mais prouve-le-moi. Parce que je n'ai fait. Ça a été un peu mon cadre, on va dire. Je me suis donné quelques contraintes d'écriture. Et l'une des premières contraintes, ça a été de ne pas ouvrir un livre d'histoire, de ne pas aller sur Wikipédia, de ne faire aucune recherche historique. Euh, donc je suis partie finalement de zéro, de ma propre, de mon imaginaire collectif qui était là. Euh, et qui s'est nourri de tout un tas de références, hein, ça c'est sûr. Et donc je n'ai aucune ambition historique. D'ailleurs, il n'y a pas du tout de localisation précise. Et j'ai pris un grand soin de ne pas mettre un seul mot qui puisse faire référence au genre du western. Donc il n'y a pas de saloon, il n'y a pas d'indien, il n'y a pas, il n'y a pas de tipi, il n'y a pas, au niveau du bestiaire d'ailleurs, il n'y a pas de bison. Voilà. Donc j'ai vraiment épuré le texte pour que, alors c'est assez subtil, on va me dire, hein, pour que justement je puisse tendre vers le mythe plutôt que vers un genre qui a été éculé, parce que je trouve ça plus intéressant d'aller vers le mythe. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors éculé, oui et non, parce que c'est vrai que les auteurs français, finalement, s'en sont peu approchés, les auteurs français. Cela étant, vous disiez que c'était subtil, je confirme, c'est extrêmement subtil parce que
En effet, le champ lexical, il est un petit peu là, mais c'est surtout l'esthétique que vous arrivez, l'esthétique du western, que vous arrivez à jouer avec les mots. Comment vous vous êtes finalement approprié les codes pour avoir une vision renouvelée, une vision qui est quasiment contemporaine. N'importe quel lecteur verra les comparaisons et les métaphores que vous utilisez avec notre monde, on en parlera tout à l'heure, mais d'abord sur l'esthétique du western. Elle est fascinante parce que, en effet, et vous avez raison de préciser que il n'y a pas de visuel, mais il y a une langue, il y a une littérature derrière que vous arrivez à nous suggérer constamment. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement fort, c'est l'esthétique du western que vous arrivez à faire passer par les mots. Euh, je ne sais pas si c'est l'esthétique du western. Je pense que j'ai plutôt travaillé j'ai plutôt traité le territoire comme un corps et les corps comme un territoire. Ce qui fait que tout est très incarné et très habité d'une certaine manière. Euh, la nature, je l'ai traitée comme un corps qui est transpercé, qui est envahi, déformé, euh, qui est meurtri. Notamment, par exemple, quand il y a des chercheurs d'or qui vont éventrer la Terre pour trouver, euh, euh, pour trouver des pépites. Euh, mais aussi comme un corps sublime, un corps absolument magnifique qui nous dépasse. Et souvent, les humains sont représentés, ou en tout cas, il y a beaucoup de métaphores d'insectes. Ce sont des insectes qui avancent sur un corps qui est ce territoire, ce territoire vierge, et qu'ils s'apprêtent à violer. Voilà, donc je pense que la langue, le travail sur la langue, ce que vous décrivez, il y a effectivement une ambition lyrique, parce que j'ai envie d'aller vers le mythe, euh, mais aussi des termes qui sont très incarnés. Et je pense que c'est ce qui vous donne cette impression-là. Alors le mythe, mais aussi la réalité, parce que j'ai l'impression que l'humain n'a véritablement pas changé quand on vous lit. On peut être à la conquête de l'Ouest ou en 2024. Euh, Finalement, l'époque d'un roman, est-ce qu'elle est devenue obsolète? Pour votre roman, ça aurait pu en effet se traduire dans n'importe quelle autre époque, tant le comportement humain d'aujourd'hui paraît similaire. Est-ce que est-ce que c'est un cri? Est-ce que c'est un roman d'alerte? Est-ce que c'est un roman? Alors, je sais que les auteurs n'aiment pas trop parler de messages à envoyer, mais j'ai l'impression que c'était aussi un cri sur la notion du territoire, sur la notion de l'intime, sur la notion des cicatrices du corps, sur la notion de conquête de territoire aussi. Et donc là, tout le monde voit qu'aujourd'hui est en réalité hier. Euh, Comment vous le qualifierez finalement, ce roman? Est-ce que c'est un cri? Est-ce que c'est une injustice? Est-ce que Je euh, dirais que c'est le roman de toutes les invasions, malheureusement. Voilà, les invasions se suivent et se ressemblent. Et elles passent par, bien sûr, l'invasion d'un territoire, mais aussi l'appropriation des corps. Et par extension, pour moi, le nec plus ultra d'une invasion réussie, c'est la colonisation des esprits et la colonisation des imaginaires. Et moi, je l'ai abordé euh, pleinement par la multiplicité des points de vue. Donc, on a 7 personnages qu'on va suivre et un huitième qui intervient sous la forme de lettres enfin, adressées à des personnes qui ont compté dans sa vie. Euh, et donc, la multiplicité des points de vue, elle donne à voir aussi une forme d'universel. Voilà, j'ai construit ce roman autour d'une galerie de personnages. Donc, voilà, chaque chapitre suit un personnage principal et qui se trouve être le personnage secondaire d'un ou plusieurs autres portraits. Et pour moi, vraiment, la démultiplication des voix, c'est un moyen d'approcher une forme de vérité. Voilà, j'aborde différents prismes et j'ai vraiment travaillé ce maillage on va dire, de destin euh, en partant de la petite histoire, de la voix des oubliés, voilà, des losers de la grande histoire, ceux qu'on écoute, ceux qu'on n'entend pas, ceux qui sont piétinés ou ceux qui sont pris dans le tourbillon d'une colonisation, d'une invasion, de part et d'autre. Et, et- et dans Terre Promise, on va dire le titre est évocateur, c'est-à-dire que euh, les Terres Promises, bien sûr, on trouve cette évocation dans la Bible. Euh,
Et malheureusement, c'est sans doute un texte extrêmement mal interprété, puisque la terre promise, elle n'est pas sur ça, en ce monde. Elle se trouve ailleurs. Mais ça a été repris, bien malheureusement, pour prétexter des invasions. Et ça, c'est terrible. Euh, une, une guerre a besoin d'une justification. On peut pas faire la guerre pour la guerre. Les gens n'iraient pas faire la guerre, sinon il faut une justification. Et le motif de la terre promise, eh bien, il justifie toutes les horreurs. Mais malheureusement, la terre promise, elle ne tient pas ses promesses en général. C'est bien là le problème. Voilà, parce qu'on a beau partir, on a beau se dépayser, on a beau s'exiler, on a beau fuir, ce qu'on a quitté nous rattrape. Ça n'est jamais parti. Voilà. Et puis, on peut avoir aussi une grande nostalgie des terres natales. Voilà. Je crois qu'il y a ce double mouvement dans Terre Promise, c'est ce que j'ai voulu montrer. Euh, des gens qui partent avec des grandes illusions, euh, des gens qui sont exilés de force et qui se confrontent à une terre qui est déjà habitée et qui ne peuvent pas se réinventer, puisque eux-mêmes n'ont pas changé de l'intérieur. Voilà. Moi, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune. J'ai été enfant expatrié. Euh, et je sais que partir n'est jamais la solution. Voilà. On peut se dépayser, on peut changer de décor. Mais tant qu'on ne change pas soi-même, c'est totalement vain. Voilà. C'est totalement vain. Terre promise est au pluriel, d'ailleurs, et non pas au singulier. Tout à fait. Mais oui, parce qu'il y a énormément de territoires. Il y a énormément de territoires qu'on peut investir. Voilà, alors, il y a le territoire géographique, mais il y a aussi le territoire de la famille, il y a le territoire de l'amour, il y a le territoire, ils sont innombrables les territoires qu'on peut explorer. Et moi, mon territoire à moi, c'est celui de l'écriture. Mais je ne le vole à personne, celui-là. Quand je parlais tout à l'heure de territoire, je vais vous citer sur une phrase qui m'a paru notamment sur l'esthétique du western, c'est celle-ci. Mm. Les villes naissaient plus vite que les hommes, là où les étendues vierges dépassaient l'entendement. Elles surgissaient comme des illusions. C'est vrai qu'on a cet imaginaire, notamment de Lucky Luke, où les villes se construisent à une allure folle, et finalement, on est aussi dans ce côté contemporain ici. C'est cette esthétique-là dont je parlais, cette esthétique où vous Mm. suggérez, où vous êtes constamment dans la suggestion, qui nous fait, tout à l'heure, vous parliez de colonisation des esprits, on y est Mm. clairement, on y est. Euh, Ce que j'aimerais évoquer également, c'est évidemment les corps qui sont meurtris dans ce roman. Il y a beaucoup de violence, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là aussi, ce n'est jamais fait de manière... alors, c'est cru, bien entendu, mais ce n'est jamais vulgaire, ce n'est jamais démonstratif. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. Cette, cette chair qui explose, qui se dévoile, cette chair intime. C'était quelque chose de capital dans votre imaginaire pour créer Terre Promise. Euh, Reprenons l'exemple de Lucky Luke. C'est quand même très niais et très gentil. Mais c'est totalement faux de traiter l'univers du western en faisant l'impasse sur la violence d'une invasion. Moi, je pense que Terre Promise n'est pas si violent que ça par rapport à la réalité. La fiction est toujours en deçà de la réalité. Sinon, c'est pas plausible, on n'y croit pas. Voilà. Donc, je pense que c'était bien pire. Je pense que c'était bien pire. Alors oui, effectivement, il y a de la violence, mais euh, les zones de guerre, les zones de conflit, euh, les attaques, les agressions, c'est de la violence. Et puis on en porte on porte tous de la violence en nous. J'ai travaillé sur des personnages masculins et féminins. Et certes, les hommes sont très violents, mais les femmes ne sont pas en reste dans Terre Promise. On est d'accord. On est clairement Voilà, d'accord. alors, la violence se manifeste de manière assez différente. Voilà, en tout cas chez les hommes et chez les femmes, dans Terre Promise, et puis je pense dans la vie en général. On sait que sur le terrain de la force physique, les femmes sont souvent perdantes, donc elles trouvent d'autres manières d'user de la violence, notamment psychologique.
et avec beaucoup de culpabilisation, voilà, ce genre de leviers euh, qui peuvent aussi faire des ravages. Euh, donc la violence, elle est, ou l'humiliation aussi, ça peut être un moyen intéressant. Mais pour moi, je ne peux pas faire l'impasse de la violence des femmes parce que ce serait pas rendre justice à la nature humaine. Je pense que c'est un angle mort c'est un angle mort, la violence des femmes. Euh, et je pense qu'il faut, pour moi, c'est un vrai sujet. Je trouve que c'est un sujet passionnant. Euh, Parce que nier notre violence, c'est nier notre nature humaine. C'est faire comme si on était toujours des victimes et comme si on était peut-être des sortes d'oies blanches. Or, c'est faux. C'est faux. Bien entendu, ces messieurs excellent en la matière de violence, hein. Je peux dire que le palmarès, il remporte haut la palme. Mais voilà, si on veut rendre justice à la nature humaine, il faut l'embrasser en son entier. C'est ce que j'ai essayé de faire en intégrant quelques personnages assez violents, quelques femmes assez violentes, dont une femme qui est terrible, hein, c'est une ogresse. Elle veut dévorer son enfant. Et voilà, c'est ce garçon qui va fuir et qui va écrire des lettres qui vont ponctuer le récit. C'est Elliot Burns qui va écrire des lettres à ses proches, notamment même à la Sainte Vierge. Alors au début, ça commence par son père, sa mère, et puis ça va un petit peu plus loin ensuite, parce qu'il va être pendu. Là, on ne dévoile rien jusque-là, et dans quelques jours, alors Oui, sur la temporalité, mais ce personnage-là, il est tellement important, tellement capital, parce que déjà, il est en fil rouge total de l'intrigue. Il oui. est dans un modèle épistolaire, ce qui est Mm, totalement différent de ce que vous écrivez à côté. J'aimerais que vous nous parliez de ce personnage-là, de la manière dont vous avez peut-être séquencé les choses. Et après, on mhm, reviendra sur la manière d'écrire ce roman, parce qu'il est vertigineux dans la complexité, mais la complexité pas au sens négatif, mais la complexité euh, de là où vous nous emmenez. Vous êtes mm. d'un malin assez impressionnant. Tout se recoupe sans qu'on s'y, tant qu'on s'y, enfin, on s'y attarde pas en réalité. Et vous venez nous cueillir à chaque fois au bon moment. Et c'est ça que j'ai trouvé fascinant dans votre mécanique narrative. Donc d'abord, parlons d'Elliot Burns. Alors, Elliot Burns, je l'ai rajouté au dernier moment. Ah, Normalement, il n'était pas forcément là. Et en discussion avec mon très cher Jérémy, mon cher éditeur, qui a fait un travail extraordinaire pour m'emmener un petit peu plus loin dans mon texte, ça je tiens à le souligner. Euh, on a beaucoup discuté et il me dit, ah, mais ce serait bien qu'il y ait personnage que je traite de la question de l'esclavage. Voilà. Euh, et moi, je ne voulais pas aller forcément dans cette voie-là, rajouter un personnage d'esclave, et j'ai préféré rajouter le personnage du soldat, euh, avec son histoire avec sa sœur, qui, elle, pour le coup, est une esclave, enfin sa demi-sœur. Ce personnage, Elliot Burns, c'est celui qui ne veut pas se battre. C'est la figure du déserteur, on pourrait dire du traître. C'est celui qui choisit de ne pas se battre. Et pour moi, le plus grand des courages, c'est celui-là. C'est une figure christique, hein. C'est Jésus qui tend l'autre joue, hein. Voilà, c'est celui qui sauve, d'une certaine manière, ce roman, qui pourrait être complètement désespérant. Et ce garçon qui va mourir, hein, il le dit, va écrire des lettres aux personnes qui ont compté, donc bien sûr à la Sainte Vierge, qui est une figure maternelle un peu plus réjouissante que sa mère, et à sa demi-sœur, euh, avec qui enfin, à qui il s'adresse, et il raconte notamment les jeux auxquels il jouait quand ils étaient petits. Euh, et ces jeux ont une fonction très importante, puisque c'est ce qui va lui permettre à lui de promettre à sa sœur de se retrouver dans le monde de l'imaginaire. Euh, Parce que pour moi, c'est le dernier refuge, c'est celui-là. Euh, c'est le monde de l'imaginaire. Voilà. C'est là où c'est la meilleure tentative d'évasion que j'ai réussi à faire du réel. J'ai essayé de m'évader, moi, de plein de manières du réel. Et l'écriture, pour moi, c'est la plus aboutie.
j'ai j'ai fait des jeux de rôle, j'ai fait, bah, bien sûr, j'ai joué, beaucoup joué étant enfant, j'ai beaucoup lu, c'est des tentatives d'évasion, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle, mais l'écriture pour moi, c'est salvateur. Voilà. Elliot Burns, d'une certaine manière, va s'évader avec sa sœur dans son imagination. C'est en effet la lumière du roman. Elle est là. Oui, tout à fait. Mm. Alors, j'aimerais qu'on parle de la cuisine interne, finalement, parce que clairement, chronologiquement, il y a beaucoup d'allers-retours, mais en même temps, ils sont là avec une telle facilité narrative qu'on a du mal à imaginer que c'est un premier roman. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas véritablement un premier roman. Mais j'aimerais peut-être tout à l'heure qu'on parle de ce que vous avez dans les tiroirs, parce que là, peut-être que c'est sur la violence féminine, on verra. Dans tous les cas. Comment vous avez manigancé finalement l'écriture de ce roman? Est-ce que vous avez été une sorte de d'autrice de thriller? Parce que clairement, il y a quand même des ressorts de l'intrigue, de l'enquête qui ressortent de manière évidente. Euh, Comment vous avez articulé tous ces personnages-là? Et surtout, comment vous avez maîtrisé l'art du va-et-vient constant au sein même de chaque histoire? Alors, moi, je suis pas quelqu'un de très, très organisé. Donc, quand vous me dites que je serais capable Ouais. d'écrire un thriller, je pense que j'en serais totalement incapable. Il faut être implacable pour écrire un thriller. C'est une mécanique bien huilée et je suis trop bordélique, moi, pour faire ça. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit Ouais, vraiment bon. pas dans le roman. C'est incroyable. Mais j'ai vraiment voulu disséminer euh, au fil des portraits des éléments qui vont nous faire dire, tiens, j'ai déjà croisé ce personnage quelque part. Mais dans quelle histoire déjà? Et je, j'ai voulu que ce soit pas trop facile pour le lecteur, qu'il y mette un petit peu du sien pour qu'il devienne euh, beaucoup plus acteur. Je trouve que quand on lit, on est acteur. On est acteur beaucoup plus que quand on regarde un film, par exemple. Quand on regarde un film, on est passif, on nous impose des images. Et même si j'aime beaucoup le cinéma, on consomme de l'image et on est assez passif. Quand on est lecteur, c'est à nous d'inventer un imaginaire. On a notre imaginaire. Le terre promise de vous, Anthony, ne sera pas le terre promise d'Émilie, ni de Geneviève, ni de Rosemary. Vous voyez? Euh, on aura chacun construit son propre imaginaire. Moi, pour moi, c'est déjà fascinant parce que on est presque déjà dans des mondes parallèles qui se démultiplient à chaque lecture. Je trouve ça absolument incroyable de pouvoir penser ça. Euh, et alors, pour revenir sur la complexité, euh, j'ai, je ne l'ai pas vraiment énormément structuré. Je suis quelqu'un d'assez intuitif. Donc, j'écris sans forcément connaître l'issue. Je ne sais en général pas trop où je vais parce que j'ai envie de me surprendre. Je suis mon premier lecteur, donc moi, je pars jamais avec un plan en tête, même si j'ai plutôt des grandes idées, des thèmes qui me tiennent. Voilà. Mais je ne vais pas dire chapitre 1, il va se passer ça, ça va se terminer comme ça. Je procède pas comme ça. Euh, ce qui va me permettre, moi, si vous voulez être dans la cuisine, on va dire, de l'écriture, je travaille beaucoup avec des symboles. Par exemple, pour mes personnages, j'ai pris un jeu de tarot de Marseille. Je ne sais pas si vous connaissez le tarot de Marseille, il y a des arcanes majeures qui sont très symboliques. Euh, pour chaque personnage, j'en ai tiré deux, au hasard, bien sûr. Et ça m'a permis, comme c'est très symbolique, d'avoir un support pour embrayer sur leur destin. Euh, Moi, j'ai du mal à partir de la page blanche, mais dès lors que j'ai des éléments symboliques, alors ça peut être un jeu de cartes, ça peut être un objet, ça peut être un prénom, par exemple, là, tout de suite, mon imagination peut commencer à faire son travail, à faire son œuvre. Donc, mes contraintes, finalement, elles ont été celles, comme je vous l'ai dit, de ne pas ouvrir un livre d'histoire, de travailler à partir de symboles euh, et d'épurer mon texte de toute référence trop flagrante au genre du western. Après, sur la construction,
Comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment avoir une dimension chorale pour donner la parole à plusieurs personnages. Et là aussi, j'ai procédé par image, euh, c'est l'image du tissage des grandes tapisseries du Moyen Âge qui m'ont inspirée. Je me voyais en train de coudre en fait une histoire sur une tapisserie. Et ça, c'est des choses qui me parlent. Je ne sais pas quel travail en fond de tâche de mon subconscient qui se fait, mais c'est c'est ça qui me permet de tisser les liens. J'ai plusieurs lecteurs qui m'ont dit, quand on termine Terre Promise, on le relit. Et on le relit pour refaire les liens, hein. Voilà, relire, relier. Voilà. Parce qu'on a envie de mieux comprendre. Et je trouvais que c'était une remarque assez intéressante. Alors moi, dès le début, j'ai souligné constamment les noms des personnages. Alors je me suis fait avoir parce que souvent, ils n'avaient pas forcément plus d'importance que ça. Mm. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est véritablement une véritable fresque de ce territoire-là. Et j'aimerais qu'il y ait une phrase qui m'a marqué, page 58, c'est celle-ci: les possessions finissent toujours par nous posséder. Elle est Mais terrible, cette phrase, et en même temps, elle est si vraie. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là également? Est-ce que ça veut dire que vous êtes peut-être quelqu'un qui dématérialise et qui a envie de se séparer de toute possession? Est-ce que c'est quelque chose de personnel ou pas du tout, hein, ou ça s'inscrit dans le champ narratif, mais c'est vrai qu'il y a des phrases quand même. c'est très ambivalent. C'est très ambivalent. Euh, je pense qu'on a tous besoin de racines. Je- Peut-être que dans une vie antérieure, on a tous été des arbres, mais on a besoin de racines. Enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin de racines et j'ai peut-être été un arbre ou je serais amenée à le devenir, j'en sais rien. Mais j'ai besoin d'un endroit à moi, une géographie, un lieu. Euh, mais est-ce que je l'ai pris à quelqu'un je n'en sais rien. Peut-être que j'occupe un lieu qui ne doit pas m'appartenir. Je, la question de l'appropriation d'une terre, hein, elle date finalement de la sédentarisation, hein. Avant, on était des nomades. La terre ne nous appartenait pas. On était sur les routes. Voilà. Et à partir du moment où on commence à posséder la terre, à la travailler, à la faire fructifier, eh bien, on va faire pareil avec les corps. Et on va s'approprier des corps, on va asservir des esclaves, voilà, on va considérer que les femmes sont nos possessions et les enfants sont nos possessions. Donc oui, et effectivement, le possédant devient rapidement possédé. C'est toute l'ironie de l'histoire. Euh, C'est-à-dire que celui qui possède des terres ne peut plus s'en passer et il finit par être complètement envahi par sa possession. Et évidemment, les femmes ont un rôle capital dans ce roman, c'est le moins qu'on puisse dire. On va peut-être parler d'Éléonore, qui est une femme clairement brisée par la société, brisée par son entourage, qui cherche à se reconstruire dans un monde qui perpétuellement la rejette. Elle incarne finalement la face un petit peu sombre de la conquête de l'Ouest, entre autres, où là où la violence justement et l'exploitation sont omniprésentes. Euh, Ce rôle-là, on le voit pas si souvent, finalement, que ce soit en littérature ou même au cinéma, d'une femme, d'une prostituée qui se révolte, qui est extrêmement puissante, intelligente, manipulatrice. Éléonore, elle a quand même un nombre de facettes assez hallucinant. Euh, Est-ce que vous aviez comment dire, une héroïne en tête? Est-ce que vous aviez quelqu'un que vous aviez envie de développer dans ses caractéristiques aussi surprenantes à l'époque de la conquête de l'Ouest? Alors, je pense que si je reviens à la conquête de l'Ouest, il y a eu de sacrées aventurières, hein, dans la conquête de l'Ouest, hein. Calamity Jane, enfin, et entre autres, il y a eu beaucoup de femmes très très fortes. En fait, mais toutes les femmes sont fortes. Vous voyez, c'est juste qu'on ne les entend pas, on ne leur laisse pas la place pour s'exprimer, mais les femmes sont très fortes et ont souvent de très forts caractères. Voilà, c'est que seulement la littérature ne leur donne pas assez de place. Euh, je pense que Éléanore, euh, peut-être que
Enfin, moi, je considère que effectivement, c'est un personnage qui est fort et qui est manipulateur et qui cherche à s'affranchir. Euh, euh, mais je je le trouve pas exceptionnel. Oui, oui, c'est un personnage fascinant parce que son parcours est fascinant. C'est une femme qui très très jeune, est exilée par son mari parce qu'elle a commis des atrocités, elle a tué ses enfants. Donc elle n'est plus la bienvenue dans le foyer de son mari. Donc elle est exilée sur un bateau et elle arrive dans une terre qu'elle ne connaît pas. Et forte de cette expérience, elle va se dire que désormais, elle va se jouer des hommes. Seulement, elle n'est pas assez forte pour ça. Elle n'est pas assez forte. Et même quand elle sera dans un bordel, hein, et qu'elle elle n'aura pas la possibilité d'en partir, elle pourra quand même tirer son épingle du jeu d'abord en insultant les hommes, dont certains apprécient d'ailleurs. Elle les insulte. Et, euh, et elle va essayer finalement de s'en sortir toujours par le biais d'un homme, malheureusement, parce que sa condition de prostituée fait qu'elle ne peut pas, elle n'est pas libre de ses mouvements. Les hommes d'ailleurs reviennent avec plaisir se faire insulter. C'est ça Mais qui est oui, aussi intéressant. bien sûr, bien entendu. J'avais lu des articles fascinants sur ça. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur le pouvoir des symboles, des images. Vous avez parlé tout à l'heure des symboles. Vu que Oui. vous avez co-scénarisé avec votre sœur Florence la série Borgnole, est-ce qu'il y a des ponts finalement entre la bande dessinée et la littérature? En tout cas, la littérature, je prends la littérature au sens large bien sûr, mais la littérature blanche pour la rentrée littéraire. Est-ce que ça vous Mm. a desservi? Est-ce qu'au contraire, ça vous a servi pour avoir toutes ces images? On a l'impression que c'est déjà le scénario d'une bande dessinée en fait. C'est ça qui m'a paru fou, c'est que on voit déjà les dialogues qui sont parfois indirects, parfois directs, mais il y a quand même une esthétique, un visuel qui nous frappe tout de suite. Moi, je me suis tout de suite imaginé le portrait physique de tous ces personnages. Et c'est ça qui est fort, je trouve, dans un western qui ne se veut pas être un western, vous l'avez dit, ou presque. Mais est-ce que justement cet art double de la bande dessinée vous a permis d'aller au-delà de votre écriture? Alors, j'ai co-scénarisé une série qui s'appelle Borgnole chez Gallimard il y a une dizaine d'années. Et c'est une série jeunesse, hein, donc c'est très très léger, rigolo. C'est un ours polaire sur une banquise avec des petits animaux. Voilà, il leur arrive des mésaventures. Euh, Est-ce que ça a un lien avec l'écriture d'un roman? Je pense que, enfin, la bande dessinée, c'est l'art de l'ellipse. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, l'action se passe finalement entre les cases. Il y a du blanc et c'est au lecteur de remplir le vide, puisque d'une case à l'autre, il s'est passé quelque chose. Et l'art de la bande dessinée, c'est l'intelligence du blanc. Voilà. Euh, j'ai essayé, moi, dans mon roman, justement, de procéder à certains moments par ellipse. Je ne dis pas tout. D'ailleurs, il y a très, très peu de dialogue. Il n'y en a quasiment pas. Euh, et l'art du non-dit, je trouve ça très intéressant. Et c'est pour ça que, par exemple, dans Terre Promise, il y a d'autres formes de langage, que sont, par exemple, le langage des objets. On va faire un cadeau. Il y a, par exemple, un personnage qui va donner des petites figurines. C'est des figurines symboliques. Un autre personnage qui va donner un miroir. Et c'est l'art, pour moi, les cadeaux, c'est une forme de langage. Les objets, c'est une forme de langage. Euh, et quand on a du mal à parler, parfois, les objets sont d'un grand secours. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et très bien, très bien. Tout à l'heure, vous parliez des ouvrages que vous aviez dans les tiroirs. Est-ce que ça se rapproche d'une période historique? Est-ce que la période historique fait partie de votre matériau d'écriture? Ou au contraire, on voit très bien que ce roman, il s'inscrit dans aucune case et ça fait partie de la maison d'édition Le Penseur qui
qui a cette idée-là de ne jamais se mettre dans une case littérature, roman, peu importe finalement, c'est le texte Oui. qui prime. Et ça, c'est leur marque de fabrique. Et on remercie Jérémy M, qu'on a souvent reçu et qui nous a dit tout ça. Mais est-ce que c'est quand même la matière historique, la matière du territoire, la matière du passé qui va commencer à vous hanter en tant que romancière? Ou est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui commencent à, à être urgente dans votre manière d'écrire? Euh, la question du territoire, elle m'a toujours beaucoup travaillé. Par Euh, rapport à votre passé en tant qu'exilé ou pas? Est-ce que c'est ce euh, déchirement-là de partir d'Argentine ou Moi, est-ce j'ai vécu plusieurs déménagements alors, d'Argentine, mais aussi j'ai vécu aux Antilles. Euh, et effectivement, on a un territoire privilégié. Alors, moi, j'ai vécu en plus dans un contexte un peu spécial, hein. J'étais une toute petite fille en Argentine et sous la dictature, je n'ai jamais eu conscience que j'étais sous une dictature avec des choses horribles qui se passaient. Et ça, c'est terrible de réaliser que j'ai vécu dans un pays sous une dictature abominable et que j'ai vécu les meilleures années de ma vie là-bas. C'est, c'est, c'est violent d'une certaine manière. Voilà. Et parce que le petit, on va dire, le petit milieu des expatriés, c'est une bulle au sein d'un régime totalement autoritaire. Euh, et, euh, et ça, effectivement, ça peut être un sujet pour moi. Ça peut être un sujet. Le territoire et la manière dont euh, il faut défendre son intimité, pour moi, ça, c'est un vrai sujet. Euh, je- je- Vous m'aviez demandé de préparer une question, enfin des questions donc, sur les sociétés qui vacillent et où est-ce que je me verrai dans 50 ans, mais c'est peut-être trop tôt pour que j'y réponde à vos trop tôt? C'est trop tôt, ok. Mais ouais, voilà, pour moi, euh, défendre, enfin, l'intimité, c'est le dernier bastion qui n'est pas encore commercialisé. Voilà, quand je parle d'intimité, c'est nos pensées, c'est nos rêves et nos fantasmes. Voilà. Et j'espère vraiment que ça ne rentrera pas, euh, ça ne sera jamais commercialisé. Très bien. Donc, on va sûrement parler de l'IA tout à l'heure. Alors, on va prendre une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait, Bénédicte. Ouais. Voilà, donc préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1. C'est parti. Merci. C'est à vous, Bénédicte, pour le premier extrait. Alors, je vais vous lire un extrait justement d'Éléonore. Donc, ça se passe, c'est dans sa tendre, dans son enfance, hein. Donc, Éléonore allait être mariée et elle jouait encore à la poupée. Ces deux âges se confondaient sans que l'un prépare l'autre à ce qu'il attendait vraiment. Son visage d'ébène, figé en une expression neutre, contrastait avec le bouillonnement des premiers sangs. Ils étaient venus un matin très pâle. Éléonore avait cru à une blessure et s'en était inquiétée. Mais la plus vieille des duègnes l'avait giflée. Elle l'avait giflé comme le faisaient toutes les duègnes au premier sang des jeunes filles, pour les éveiller des torpeurs mortifères de l'enfance et les tirer vers les réalités à venir. La gifle ferait moins mal que ce qui s'annonçait. Elle en constituait l'avertissement. Et le sang tous les mois rappelait la gifle, un sang chargé de lambeaux noirs versés en vain, que les duègnes surveillaient comme si elles attendaient le retour du Sauveur. Elle allait être mariée et jouait à la poupée, assise sur le rebord de la fenêtre. La poupée était un prétexte pour regarder les jeunes gens des bas quartiers. Elle habitait une haute maison de notable, une maison de grande renommée, acquise par le commerce des tissus richement ouvragés. De sa mère, elle ne connaissait qu'un tableau sévère qui dominait l'entrée. Trois duègnes se chargeaient de son éducation. Peu de joie lui était concédée. Éléanore observait la vie extérieure par les grandes fenêtres. Dans la ruelle, les jeunes gens allaient et venaient, portant de lourdes charges, la bouche remplie de saleté. Et ces saletés avaient quelque chose de plaisant. Ces saletés étaient vivantes. Éléanore les observait qui juraient, et dans un coin, certains allaient uriner. L'un d'eux urinait en se tenant très cambré, les mains sur les hanches, et il riait, content. Le garçon aperçut Éléanore qui l'observait et se montra en entier, avec une satisfaction cocasse. Elle se détourna, confuse.
L'image du jeune homme au pantalon défait s'invita dans sa tête pour ne plus s'en déloger. Elle vit souvent le garçon qui allait et venait dans la cour, parlait fort et clair, avec toujours les mêmes saletés plaisantes. Éléanore ne pensait plus qu'à lui. Un jour, il fut là, dans la chambre. Le garçon portait une grande boîte, venue de la capitale, et la duègne qui l'accompagnait lui ordonna de la déposer puis de partir. Il s'exécuta et son malaise était palpable. Il n'osait pas regarder Éléonore, assise sur une banquette en velours. Éléonore s'amusait de sa gêne et le fixait en souriant, car elle était ici chez elle et la chambre était son royaume. La duègne fut prise d'un malaise soudain, et alors qu'on la transportait ailleurs, Éléonore resta seule avec le garçon. Voulait-il savoir ce que contenait la grande boîte ouvragée? Elle l'invita à l'ouvrir. Il s'exécuta maladroitement. À l'intérieur se tenait une grande poupée brune aux boucles sombres, dépassant d'un chapeau de bergère. Une poupée qui ressemblait à Éléonore. Voulait-il jouer? Le garçon prit délicatement la poupée et sans un mot, il caressa les cheveux, la main, remonta le bras potelé, toucha le cou, la bouche, les yeux imperturbables. Éléonore l'observait dans un silence religieux. Et lorsqu'il passa sa main sous la jupe de la poupée, elle frémit sans comprendre d'où venait cette pulsation qui formait en elle un mouvement soudain. Les pas des duègnes résonnèrent dans le couloir et dissipèrent l'égarement, et le garçon s'enfuit. Merci, Bénédicte. Par rapport à ces personnages, finalement, est-ce que vous vous êtes laissé emporter par leur destin? Parce qu'on a l'impression que à chaque personnage qu'on aborde dans votre roman, on a l'impression qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à lui. La question du choix, finalement, la question du destin de chacun d'eux, comment vous vous l'êtes posé? Est-ce que ça devait servir obligatoirement le roman ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes laissé porter par leur énergie, par leur fougue, par leur caractère? Est-ce qu'un personnage peut dépasser finalement son propre auteur? Mais bien sûr qu'ils dépassent leur auteur. Moi, je suis qu'un canal. Voilà, j'ai l'impression qu'ils existent avant moi et qu'ils existeront après moi. Moi, je n'ai fait que... Je suis un traducteur, moi. Voilà. Euh, c'est... Oui, enfin, en tout cas, moi, je me suis laissée emporter par leur destin. Euh, Après, il faut canaliser un peu les choses parce que j'aurais pu effectivement écrire 500 pages sur Quinta et 500 pages sur Eleanor, 500 pages sur Elliot Burns. Bien sûr, alors il peut y avoir un côté un peu frustrant parce que chaque portrait fait peut-être 70 pages et donc on en veut un petit peu plus. Mais ma foi, pour un roman, vous en avez 8. C'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'il pourrait potentiellement revenir ou pas? Non, non. Pour moi, Terre promise, c'est c'est un exercice qui me permettait de prendre de la distance et d'être autocritique sur tout ce qui nous colonise sans qu'on s'en rende compte. Donc, bien entendu, je ne vais pas revenir à ce genre-là. Euh, ou alors, ce serait de manière... je n'ai pas réfléchi en fait à cette question-là, donc je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais, mais pour moi, en tout cas, ce style lyrique, je pense, cette voix finalement qui vous a vraiment interpellé, et ce style, je pourrais le retrouver dans d'autres romans. Mais, euh, mais pas que. Là, vous me parliez peut-être du prochain sur lequel je travaille. J'essaye, Si hein, on... j'essaye depuis tout à l'heure de savoir, hein. Ben oui. Je vois que cela fuit. Ouais, ouais, ouais. J'ai très envie de travailler sur une époque beaucoup plus contemporaine, avec des enjeux contemporains, mais toujours J'aime bien, moi, mêler les styles littéraires, euh, notamment, voilà, si, par exemple, j'ai des personnages qui sont dans une utopie, j'ai envie de travailler la voie de l'utopie, donc de l'espoir. Et si j'ai des personnages qui sont enfermés dans une condition un peu triviale, voilà, pourquoi pas travailler une langue un peu plus mesquine, un peu plus dure, un peu plus désenchantée. Voilà, un peu plus désenchantée. Mais j'aime les contrastes, c'est ça qui m'intéresse. Je trouve que dans l'écriture, les contrastes, ça nous fait vivre des émotions fortes, les contrastes de genre, de style aussi. Euh, voilà, donc c'est ce que je recherche.
je l'ai abordé en utilisant euh, les lettres qui s'intercalent. Je trouvais ça intéressant. Euh, mais il y a énormément de formes que j'aimerais explorer, bien sûr. Très bien. J'aimerais qu'on revienne sur Quinta, finalement, parce que Mm. c'était l'héroïne, la nouvelle préférée de Jérémy M. Mais est-ce Mm. que vous êtes plus proche d'un autre personnage? Est-ce que vous vous êtes senti totalement habité particulièrement par l'un ou l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui véritablement ne pourrait, était obligatoirement dans le livre et qui n'aurait pas pu avoir de coupe possible, même si l'éditeur le voulait? Alors, moi, je suis attachée à deux personnages en particulier. Donc, il y a ce garçon, Elliot Burns, euh, alors qui a sa sœur. Hein. Donc, il y a effectivement des liens avec la gémellité. Hein. J'ai une sœur jumelle. Voilà. Donc, c'est aussi un écho à ça. Et puis, le dernier personnage qui s'appelle Nathaniel Mulligan, qui est un, un pasteur qui a perdu, un prêtre en tout cas, qui a perdu la foi. Et ce personnage me touche particulièrement. Voilà, pour plein de raisons personnelles, je suis très attachée à ce personnage. Et c'est le seul qui regarde derrière son épaule et qui constate qu'il aurait jamais dû partir. Ça Les sent autres sont pris dans une course folle vers l'avant. Et lui, il regarde derrière lui. très bien. Alors, revenons sur Quinta, sur cette autochtone, où c'est finalement c'est le poids de la colonisation qui repose sur elle tout au long de cette nouvelle-là. C'est une jeune mère, elle lutte pour préserver évidemment sa culture et sa famille face à l'avancée des colons. Le rapport du patriarcat est inversé là. Il y a un très beau passage, si j'arrive à retrouver, parce que je me suis emmêlé les pinceaux sur les pages tout à l'heure. Mais ça y est, je l'ai retrouvé. Véritablement incroyable, en toute modestie. Alors, je lis ce passage-là. La hutte était celle de Quinta. Tout à l'intérieur lui appartenait, comme chaque hutte était la propriété de chaque femme du clan, où les hommes n'étaient qu'invités à résider comme compagnons, hôtes de passage, et lorsque plus rien ne retenait deux époux, qu'une ancienne promesse, lorsque la discorde venait rompre les liens de l'union, ou les serrer trop fort jusqu'à l'étouffement. C'était à l'homme de quitter le foyer pour en trouver un autre, ou rejoindre la hutte des célibataires. Alors, je ne sais pas de quel clan vous vous êtes inspiré ou pas, peu importe, mais finalement, j'ai trouvé ce passage-là euh, Mm. euh, tellement intelligent, tellement sensible, sans aucune violence particulière, alors que dans l'autre sens, ça aurait pu être beaucoup plus violent. Euh, sur cette nouvelle-là, sur Quinta, finalement, vous vous êtes inspiré d'une tribu en particulier. Dans ces rencontres-là, on a souvent reçu des peuples autochtones et des auteurs autochtones. Et c'est vrai qu'on a découvert un monde en France depuis quelques années. Le Québec était invité du Festival Mm. Livre Paris récemment, mais pendant des années, c'était totalement inexistant et totalement incompris du lectorat français. J'aimerais que vous nous parliez finalement de votre attrait pour ces peuples-là et pour leur voix que vous transposez finalement dans ce roman-là aussi. Alors, c'est c'est vrai que je suis mal placée pour en parler. Parce que je ne suis pas un peuple autochtone, donc c'est forcément issu de mon imagination. J'espère que mon imagination ne s'est pas trompée. Euh, et oui, ces cultures euh, de peuples, des cultures qu'on a essayé de gommer ou qu'on a essayé aussi peut-être dont certaines marques, par exemple, s'accaparent, ce qui est tout à fait problématique d'un point de vue éthique. Ces cultures-là, qui sont des cultures extraordinairement riches, euh, je, parfois, nous, enfin, moi, avec ma vision euh, d'européenne, je peux trouver certaines pratiques étonnantes. Euh, mais pour autant, c'est extrêmement intéressant. Il faut s'y intéresser parce que c'est une autre vision du monde. Euh, et par exemple, là, j'explique que euh, c'est à l'homme de quitter la hutte.
c'est violent pour l'homme, hein, c'est pas cool pour l'homme de partir, hein. Mais c'est peut-être une manière, euh, c'est peut-être plus logique finalement. C'est des coutumes. Les coutumes, faut aussi en avoir il faut avoir un regard critique là-dessus. Il y a des coutumes abominables, hein. Je trouve que l'effacement des cultures, euh, peut-être pour aller vers une culture universelle, unique, c'est absolument terrible. Quand j'étais petite, je lisais j'avais un petit bouquin qui s'appelait 4 milliards d'humains, 4 milliards de visages. Et il y avait deux images qui m'ont particulièrement marquée. Sur une grande image, on voyait plein d'humains dans une grande avenue. C'était très, très coloré. Ils étaient tous différents. Donc, ce livre, hein, c'était sur les différences entre êtres humains, entre cultures. Voilà. Et sur la page d'après, c'était tout le monde était habillé pareil, tout était gris, tout le monde et c'était d'une tristesse absolue. Et ça, pour moi, voilà, quand on va vers une monoculture, on va vers la tristesse. Et, et j'espère ne jamais en arriver là. D'accord. Je vous ai demandé en amont de nous parler d'un auteur méconnu, d'un auteur ou d'un livre que vous aviez envie de mettre en avant. Euh, Oui. Parce qu'on a du mal aussi à savoir quelles influences littéraires ou culturelles vous avez pour écrire Terre Promise. On a l'impression qu'il y en a à la fois beaucoup et à la fois très peu, parce que votre écriture, votre style, votre univers ne ressemble à aucun autre, clairement. C'est peut-être le meilleur des compliments que je pouvais vous faire. Mais, mais j'aimerais vraiment savoir ce que vous lisez, ce qui vous construit aussi en tant qu'autrice. Alors moi, j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune. J'ai lu énormément de romans d'aventure. J'ai lu tout Jules Verne. J'ai lu énormément de romans de science-fiction, d'heroic fantasy. J'ai été vraiment j'ai énormément lu finalement d'aventures et même d'horreur, hein. Stephen King, j'ai beaucoup lu. Et puis à côté de ça, j'ai lu aussi beaucoup de grands classiques. Voilà. Et aujourd'hui, si je devais retenir enfin en tout cas un roman qui m'a particulièrement marqué, c'est un petit bouquin qui s'appelle Les Saisons de Maurice Ponce. Les Saisons, c'est pour moi c'est- c'est- quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais il faut que j'arrête d'écrire. À quoi bon? À quoi bon? Bon, ça dure 4 mois, puis après on s'y remet, parce que quand on est obsédé par l'écriture, ça ne s'arrête jamais, hein. Voilà, l'obsession revient vite. Et donc, Les Saisons, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Siméon, je crois, et qui arrive dans une vallée perdu dans un petit village complètement paumé. Il n'y a que 2 saisons. Une saison terrible, hein, qui est faite de pluie, il pleut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et une saison encore plus terrible qui est faite de mémoire, qui est faite de glace, donc c'est du gel. Donc quand on pense que la saison de la pluie, c'est la pire, non, non, il y a celle qui suit, c'est celle du gel. Et donc, seules les lentilles peuvent germer dans ce pays. Et il va s'installer dans ce village qui est un peu hors du temps. Lui, il se dit écrivain et donc il va s'enfermer dans une sorte de grenier et il va écrire son bouquin. Puis petit à petit, il va se faire détester de plus en plus détesté par ses habitants qui ont des coutumes très étranges et grotesques. Vous parliez de coutumes, mais alors là, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup ri dans ce petit livre inclassable. Et il y a une poésie tout à fait lumineuse et puis vraiment un désespoir grotesque dans ce roman de Maurice Ponce, P-O-N-S. Voilà, Les Saisons. Chez Bourgois. Chez Bourgois. Oui, tout à fait. Est-ce que vous vous êtes, alors j'imagine que vous vous posez constamment des questions quand vous écrivez, mais est-ce qu'il y a une question que vous n'avez pas pu résoudre quand vous avez écrit le roman? Est-ce qu'il y a est-ce que vous vous posez une question de manière régulière lorsque vous écrivez? Elle peut être philosophique, elle peut être confidentielle, futile, peu importe, mais est-ce que avant d'écrire, pendant que vous écrivez ou après, vous vous posez une question? Euh, euh, Est-ce que je me pose une question Que vous vous interrogez sur ce que vous venez d'écrire? Est-ce que sur le ressenti de ce qu'on va en dire, de ce qu'on va en lire?
Je, Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète? je réfléchis. Euh, euh, je me pose surtout la question de est-ce que je me suis surprise moi-même? Est-ce que là, je suis allée dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas? Parce que si je m'attends à aller là où l'écriture me porte, finalement, c'est que le chemin a déjà été emprunté. Tandis que si je me surprends moi-même, là, je me dis, il y a peut-être quelque chose. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, entre guillemets, aseptiser tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on voit, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit pour être un bon écrivain? Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez fait table rase de toute la matière historique. Et ça, c'est intéressant parce que votre imaginaire parle à la place de l'histoire, finalement. Est-ce que ça veut dire que, voilà, il faut faire véritablement table rase et effacer, tenter d'effacer, bien entendu, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit? Non, je ne pense pas. Il y a des romans qui prennent attache dans des contextes historiques et qui fouillent l'histoire pour mieux l'expliquer, la révéler, la comprendre, l'interroger. Euh, Moi, je suis pas assez rigoureuse pour ça, je pense, pour faire un roman historique. Je m'ennuierais à faire des recherches sur l'histoire. Je crois que ça ne me conviendrait pas trop. C'est plus une question d'appétence. Euh, Ouais, c'est plus une question d'appétence. Je pense pas qu'il faille faire table rase, hein, mais je pense qu'il faut se donner quelques contraintes d'écriture, parce que c'est un exercice formel, c'est un travail sur la forme, et quelques grands thèmes qui vont habiter le roman. Et ces grands thèmes, il faut qu'on puisse Enfin, c'est un matériau, voilà. Et on va les puiser après, effectivement, dans des ressources qu'on a en soi ou dans des recherches qu'on peut faire à l'extérieur. Il y a, dans votre roman, il y a beaucoup de scènes qu'on imagine peut-être difficiles à écrire. Est-ce qu'il y a une thématique qui est difficile finalement à mettre en mots, qui est plus difficile que les autres? Est-ce que les scènes de violence, est-ce que ce sont les scènes de sexe, est-ce que ce sont les scènes d'appropriation, est-ce que ce sont les scènes où finalement c'est la beauté qui parle, est-ce que ce sont les lettres d'Eliot? Qu'est-ce qui a été le plus dur finalement à construire et à écrire? Je trouve que enfin, en tout cas pour moi, le plus dur, c'est d'écrire sur la joie. Hmm. Parce que on a toujours, enfin, en tout cas, j'ai toujours peur que ça devienne niais. Et peut-être qu'un jour, il faudra que je me confronte à ça, que j'écrive sur le bonheur et sur la joie, quitte à passer pour quelqu'un de niais. Mais ce serait un sacré défi. On imagine. On Ouais. imagine. Vu la teneur dense tout à l'heure vous parlez de désespoir ou de désespérance, je ne sais plus quel terme vous avez utilisé, mais en effet, votre œuvre est quand même empreinte de, pas de noirceur, mais en tout cas de presque, Si, 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 quand même. hein, oui, hein, voilà. Mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté de la littérature, en tout cas, c'est ce que je préfère. Mais je trouve que vous vous insérez à chaque fois dans les sillons de la noirceur, mais toujours avec cette petite pointe de luminosité, avec cette petite pointe qui donne quand même un petit peu d'espoir. Et c'est ce que vous faites le mieux. Surtout, n'arrêtez pas, par pitié, Bénédicte. Merci beaucoup. Je vais Sandra, continuer. Sandra, c'est à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Bénédicte. Merci pour vos mots. C'est vraiment extrêmement intéressant tout ce que vous dites. Alors, je ne vous ai pas lu encore malheureusement, mais en écoutant tout ce que vous dites, j'ai entendu parler d'incarnation, de violence, de densité dans le récit. Et en fait, je me demandais comment on ressort en fait de l'écriture d'un tel roman, dans quel état en fait vous étiez à la sortie de cette écriture qui semble effectivement d'une grande intensité. Euh, on en ressort un peu fatigué. On en ressort un peu fatigué, mais ce qui est le plus fatigant, c'est pas tant de l'écrire, mais c'est de le corriger. J'ai passé bien
6 mois, 9 mois à corriger ce roman avec mon éditeur. On a fait un gros travail. Alors, parce que il y avait des tics de langage, des lourdeurs, des répétitions, des choses qu'on ne voit plus quand on l'a lu déjà 1000 fois. Et c'est cette dernière course dans ce marathon, ces derniers 200 mètres qui sont les plus durs. Très bien. Comment vous voyez finalement votre rôle aujourd'hui d'écrivain dans vos messages, dans votre prise de position, dans l'écriture d'un roman? Est-ce que vous y voyez un rôle de lanceur d'alerte, un message, entre guillemets, un rôle politique? Est-ce que pour vous, la littérature, c'est aussi ça? C'est aussi parce que votre roman, il est clairement engagé sous couvert de romanesque, mais il est au-delà d'engagé. Euh, Comment vous voyez les choses finalement sur cette thématique-là? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Est-ce que ce roman-là, vous laissez finalement le lecteur choisir ce qu'il a envie d'y voir, du romanesque ou du réel? Comment vous vous positionnez là-dessus? Je crois que, je crois d'abord que tout est politique. Euh, Tout est politique. Si je choisis d'acheter des vêtements de seconde main plutôt que d'aller dans des boutiques, acheter un vêtement neuf, c'est politique. Si je vais plutôt me gaver de séries ou lire un livre, c'est politique. Euh, Après, est-ce que mon roman est politique? Sans doute, mais peut-être malgré moi. Moi, je me suis jamais encartée. Je refuse de me faire enfermer dans une étiquette politique. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas une valise à roulettes sur laquelle on Politique, pose une étiquette. politique au sens noble du terme, hein, et non pas Mais la politique bien sûr, d'aujourd'hui. bien sûr. Mais bien sûr qu'il est politique. Et pour moi, euh, on peut faire passer des idées beaucoup plus intensément par le roman. Moi, je n'ai jamais vécu de leçons plus fortes que, par exemple, en lisant Les Illusions perdues. Euh, voilà, ça m'a appris sur la vie. Euh, pour moi, la grande force du roman, c'est que euh, on fait l'expérience de la vie en lisant, mais on n'en a pas à subir les conséquences. Donc, on apprend beaucoup plus vite sans s'abîmer en lisant. Donc c'est d'une puissance phénoménale. Alors effectivement, il faut lire des livres qui vont nous nourrir. Il y a des livres, on les appelle des romans, mais finalement, une fois qu'on les a fermés, on ne s'en souvient plus le lendemain. Ça arrive de lire des livres insignifiants. Il y en a. Euh, Beaucoup. oui, il y en a, bien sûr. Mais on passe un bon moment et voilà, et c'est pas grave. Mais moi, je veux lire des livres qui me dérangent profondément, qui vont me faire bouger des choses en moi. Quand je dis déranger, c'est bien sûr peut-être me choquer, mais aussi me faire me réinterroger sur le monde, me faire changer de posture, me changer de l'intérieur. Me changer de l'intérieur, bien sûr. Donc oui, un livre euh, est politique quand il nous fait bouger et quand on s'en souvient longtemps. Tout à fait. Et je pense qu'on va se souvenir longtemps de Terre Promise. C'est le moment de la question de l'avenir. Voilà, ça y est, Bénédicte. C'est le moment de Ah, 2074. C'est le moment de savoir où justement, où vous vous voyez en 2074, comment vous voyez le monde autour de vous. Aujourd'hui, tout le monde est inquiet, mais finalement, peut-être qu'il y a 50 ans, tout le monde était aussi inquiet, et c'est sûrement le cas. On est tout le temps inquiet. Alors justement, vous avez un imaginaire qui est débordant, puisque vous avez réussi à réinventer le western sans être le western. Alors justement, 2074, comment imaginez-vous les choses? Comment arrivez-vous à voir cet avenir-là? On n'est pas loin du alors, carreau, du coup. ouais. Écoutez, n'ayez aucune inquiétude. La nature humaine, elle va pas changer. Rassurez-vous, on sera toujours aussi con, on sera toujours aussi violent, on sera toujours aussi bête. Ça ne changera pas. La technologie va nous faire nous donner l'illusion que ça change, mais ça ne changera pas. Voilà. On pourra même peut-être habiter sur une autre planète, coloniser une autre planète. On pourra peut-être vivre sous terre parce que les conditions de vie seront absolument abominables. Mais notre nature humaine, elle ne va pas changer. Pourquoi? Parce que je pense on vit assez longtemps et pas assez longtemps. On a une durée de vie qui est
assez longue pour qu'on fasse des ravages et trop courte pour qu'on tire des conclusions voilà, des bêtises qu'on fait. C'est bien dommage. Euh, donc, je reste quand même optimiste parce que je ne suis pas partisane du c'était mieux avant. Je préfère me dire que ce sera mieux après. Voilà, mais c'est un choix que je fais. Je, je me force à penser comme ça. Voilà. Après, comme je vous le disais, j'ai une crainte, c'est que la société de la transparence, de l'individualisme, fasse que cette mise en scène de soi perpétuelle, ça nous pousse à finalement ne plus nous appartenir et que notre intimité ne nous appartienne plus. J'ai, quand j'étais petite, je voulais inventer la machine qui nous permet de voir nos rêves le lendemain matin sur une télé. Et on n'est pas loin. On n'en est pas loin et ça me terrifie. Moi, je veux que personne ne touche à mes rêves. C'est dans le roman aussi. Ouais. Et on voit il y a beaucoup de vous finalement dans ce roman-là, mais alors c'est ça que je trouve extrêmement intelligent, c'est qu'au lieu d'écrire un roman auto-fictionnel, vous arrivez à nous faire passer sans, alors le lecteur lambda peut-être ne vous connaîtra pas intimement, ou comme on a la chance ce soir de vous connaître, mais je trouve que vous êtes d'une grande subtilité pour arriver à nous faire passer aussi vos propres émotions, votre passé, mais au détour d'un faux western. Et c'est ça que je trouve fascinant. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, c'est le deuxième extrait que vous allez nous lire, Bénédicte, pour ponctuer cette rencontre. Je voulais juste vous préciser que j'ai mis quelques petits ingrédients effectivement très personnels. Il y a notamment une comptine. Ça, c'est une comptine que ma mère me disait quand j'étais petite. Voilà, il y a un petit épisode aussi assez rigolo avec de jeux d'enfants. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais petite. Donc, il y a quelques petits ingrédients très personnels, c'est vrai. Et il y a évidemment la géminité dont on a un petit peu Oui. parlé avec Mm. Florence, votre sœur, Oui. avec qui vous avez co-scénarisé, avec qui il va peut-être se passer d'autres choses. Alors j'imagine, moi j'avais déjà imaginé une adaptation BD de Terre Promise, mais ça risque d'être matériellement très compliqué, je pense. Mais il y aurait peut-être beaucoup d'ellipses, je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous avez imaginé la chose ou pas. Mais je trouve que ce serait incroyable, mais en même temps, je ne sais pas si matériellement ce serait possible. Ou alors, la BD se ferait 600 pages. Oui, ou 6 tomes, 6 tomes. 8 tomes. Euh, c'est quelque chose, on n'en a jamais discuté. Mais effectivement, on continuera à faire des choses ensemble. Ça, je peux vous le garantir. Donc, je vais vous lire ce deuxième extrait. Donc, on est chez Morgan Bell. Morgan Bell, c'est l'orpailleur, celui qui quitte sa famille, qui abandonne sa famille pour aller chercher de l'or. Euh, L'hiver s'installa et la boue devint glacée. Il fallait dresser des feux pour réchauffer la terre gelée, atteindre les veines d'or. Malgré les injonctions de Bessie, malgré les promesses, Morgan se mit à boire pour survivre aux morsures du froid. Edmund le sermonna, mais quelques jours plus tard, il le suivit dans la bouteille. Il n'y avait pas d'autre choix que de boire pour tenir ou partir pour de bon. La ville entière ne fut bientôt plus qu'un grand tripot. Une gorgée d'eau-de-vie, juste une, pour réchauffer leurs mains gelées. Une autre, pour détendre un dos rompu d'être penché tout le jour sur des planches glissantes. Une troisième, pour tromper la faim qui les tenaillait. Une quatrième à la santé des comparses d'infortune. Une cinquième à la santé des généraux, à celle des soldats, des fermiers, des chasseurs solitaires, des femmes perdues, des cuisiniers, des marchands de casseroles, des navigateurs, des colleurs d'affiches, des dieux grecs, de la tante Gwendoline, des vendeurs de journaux, des vachers des plaines, de leur pucelage, et jusqu'aux poux qui grouillaient sur leur tête, à leur santé. L'eau de vie était une eau de mort. Les lendemains de leurs ivresses, les deux hommes, honteux, la tête et le cœur lourds, se promettaient de ne plus jamais céder à son appel. Ils se remettaient à l'ouvrage, le corps rompu, chaque geste plus difficile que la veille. Leur maigre bonheur se résumait à tirer la pipe d'Edmund, à chacun leur tour, une pipe remplie de feuilles de sauge, à défaut de pouvoir acheter du tabac. Ils tenaient ainsi plusieurs jours, faisant état de leur récolte. On ne trouvait plus rien dans la rivière depuis longtemps. Il fallait creuser profondément la terre.
la cheminée et la filtrer dans des rampes de lavage en bois, se déversant dans les eaux. Il était loin le temps, il n'y avait qu'à se baisser pour ramasser dans l'onde les éclats de lumière. Edmund cassa sa pipe, une pipe offerte par sa mère. Il semblait inconsolable. Morgane partit en ville et revint avec de l'eau-de-vie. À quoi bon l'or s'il n'y avait aucun réconfort? Morgane et Edmund passaient désormais plus de temps dans les tripots que dans leurs concessions. À midi, lorsqu'ils émergeaient de la cabane, ils trouvaient juste assez d'or pour payer leur ration d'alcool, et dès l'après-midi, il n'était pas rare de les voir déjà titubant dans les flaques, s'accrochant l'un à l'autre. Ils nouaient des amitiés de bouteilles et des serments à la mort, jouaient aux cartes leur maigre récolte, parlaient fort, mais rien n'arrivait à combler la faille qui se formait en eux, séparant lentement leurs continents intérieurs. Au plus fort de leurs ivresses, Edmund bégayait de la poésie, courtisait les ânes, professait des leçons d'arithmétique aux tâcherons alentours. Morgane présentait ses hommages à des tonneaux, lançait en riant des rochers dans la rivière, s'écroulait dans les étables en s'écriant « à la prochaine fois ». L'eau de vie était une eau de mort. Merci, très belle image. Eau de mort, évidemment. Je me demande d'ailleurs pourquoi aucun auteur n'y a pensé avant. Mais elle est magnifique. Merci infiniment, Bénédicte, non seulement pour ce livre-là, Terre promise, mais aussi pour la précision et vos réponses à nos interrogations sur ce roman-là, parce qu'il ne ressemble à aucun autre. Et j'espère qu'il aura le succès qu'il mérite. Et je vous le conseille évidemment parce que vous ne lirez pas, c'est certain, quelque chose d'aussi original et d'aussi inédit. Merci Bénédicte, merci à tous. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. On espère vous retrouver très vite. Oui, clairement. Merci, au revoir. Au revoir.